Les sables. Un affleurement de sable, ça peut être une plage et ou avec des dunes. Et lorsqu'on coupe une dune ou lorsqu'on peut couper finalement l'entassement du sable sur la plage, on peut remarquer, comme sur la photo ici, qu'on observe ici des strates très très fines, un litage finalement, on pourrait plutôt dire. Et ce litage est souvent oblique, comme on voit ici. On a souvent aussi des changements de direction. Vous voyez ici qu'on a presque 30 degrés entre ces couches de sable et celles qui sont au-dessus. Donc on voit bien qu'il y a une discordance finalement entre elles. Et sur le schéma qui est dessous, on a ici la coupe d'une dune avec le courant donc, qui va de la gauche du schéma vers la droite. Ce courant d'eau va arracher des particules de sable, des grains de sable, et va les déposer ici sur cette face, ce qui va expliquer que petit à petit, les dépôts se font donc avec cette obliquité, et on voit qu'ils sont tous parallèles entre eux, ils avancent de ce côté-ci, ils sont progradants, et donc ça explique qu'on a donc quelque chose d'assez oblique. Sur la dune, on va avoir quelquefois sur la surface, comme on a ici dans une dune du Sahara, des rides qui sont observées. Alors que le sable soit transporté par le sable ou par l'eau, finalement, la morphologie de ce qu'on va observer dans le paysage n'est pas très différente. Et la structure, si on coupait une dune de sable faite par un courant d'eau sous-marin ou par du vent, serait tout à fait semblable. Et donc, on devine ici des rides. Quand on regarde au bord de la mer, sur une plage, on a aussi, par exemple, ici à marée basse, des rides qui sont toutes bien parallèles. Et si on les observe de très près, on peut se rendre compte qu'elles sont en fait asymétriques, ces rides. Eh bien, ces rides peuvent être fossilisées. On va appeler ça des ripple marks. C'est ce que vous avez ici à la surface de cette dalle, qui est en fait un sable qui a été induré et qui a fossilisé donc les rides d'une plage à un moment donné. Donc c'est un indice très précieux pour les géologues puisque finalement ces rides, ça nous indique vraiment un milieu très précis. On est au bord de la plage. Les sables donc sont en fait une classe de sédiments meubles. Donc ça veut dire que si on parle de roche, c'est une roche qui n'est pas cohésive, avec une granulométrie qui est comprise entre 63 micromètres et 2 millimètres. Donc nous, on ne fera absolument aucune différence entre les différents sables par rapport à cette granulométrie. Un sable peut être induré et il forme alors ce qu'on appelle un grès. Les sables ont des couleurs qui peuvent être extrêmement différentes. Donc ici, vous avez un exemple d'échantillons qui ont été prélevés sur différentes plages du massif armoricain. Et on voit bien qu'on a des sables qui tirent vers le noir, d'autres vers le rouge par la présence du grenat, certains vers une couleur rouille, ocre, la présence de fer oxydé, d'autres sont au contraire très blancs, certains sont riches en coquilles, en fragments de coquillages, d'autres sont beaucoup plus minéraux avec uniquement des grains d'altération d'une roche de type granit avant. Certains sables sont avec des grains très brillants, d'autres très mat. Donc ça, c'est à mettre en relation avec le mode de transport et la durée du transport. Certains grains de sable sont ronds, donc assez arrondis, et d'autres anguleux, donc à mettre en relation avec la durée du transport. Donc un sable, ça se regarde finalement à la loupe pour pouvoir observer ces différents critères de chaque grain. On regarde aussi leur homogénéité. Ici, vous avez un sable des Açores, donc on voit des grains verdâtres, ce sont des cristaux d'olivine, très peu usés finalement, bon, ils sont mat, mais ils ont encore des angles bien visibles. Et puis donc on a aussi des grains plus foncés de pyroxène par exemple. Donc ce sont des morceaux de basalte ici, c'est un sable fait à partir du basalte au niveau de l'île des Açores, enfin une des îles des Açores. Et puis à droite, vous avez un sable que j'ai prélevé en Bretagne Nord, où on devine aussi bien des morceaux de quartz que des morceaux de coquilles, de coquillages finalement, avec une hétérogénéité nette dans la nature des différents éléments qui constituent ce sable. Euh, à gauche, vous avez un sable très riche en quartz et en feldspath, donc il y a très peu de coquilles ici qui sont visibles, donc des grains, c'est beaucoup plus homogène.
Et à droite, à nouveau un sable, donc cette fois-ci d'Islande, avec beaucoup de petits grains verdâtres d'olivine et d'autres beaucoup plus foncés, donc soit des olivines, soit du pyroxène, un sable qui provient donc de l'altération d'un basalte. Quelle est l'origine et le devenir du sable? Les sables proviennent souvent de la destruction de granit ou de gneiss continentaux. Ce sont des roches détritiques par excellence. Les matériaux de l'érosion ont été transportés par des rivières. Cela leur donne un aspect émoussé, luisant. Et lorsqu'il est très fin, il peut aussi être transporté par le vent. Et dans ce cas-là, on a des grains qui vont être mats. Ils se sont entrechoqués, ils deviennent mats. Après immersion, le sable peut être remanié en dune par l'action du vent. C'est ce qui va lui donner donc cet aspect mat. Le sable peut aussi être consolidé par un ciment et donc chaque petit grain est associé aux autres par ce ciment et cela forme alors un grès. Donc évidemment le sable, on s'attend à le trouver dans le milieu de dépôt qui est la plage, l'avant-plage et éventuellement il peut être mis en mouvement par des déplacements gravitaires et on peut le trouver donc déposé dans un delta. Il peut être aussi déposé par la rivière un petit peu en amont, et puis il peut être remis en mouvement et on va le retrouver en bas du glacier continental, donc suite à des avalanches du matériel qui était sur le talus. Les gisements à l'exploitation en tant que ressource, le sable est la seconde ressource naturelle la plus consommée après l'eau. On en utilise 15 milliards de tonnes chaque année, donc c'est vraiment énorme. Il est utilisé en agriculture, par exemple, pour désacidifier les terres. Il sert aussi pour la fabrication du verre, pour l'élaboration de cosmétiques, de détergents. Il permet la fracturation hydraulique, dont on parle beaucoup comme technique. Et il est en fait intéressant parce qu'il contient aussi un certain nombre de minéraux stratégiques comme le silicium, le titane, le thorium. Donc il y a un certain nombre d'éléments chimiques très intéressants utilisés dans les nouvelles technologies, par exemple les microprocesseurs. Et puis évidemment, le sable sert aussi dans le secteur des bâtiments et travaux publics pour les fondations, le pavement, le revêtement des routes, les voies ferrées, la fabrication des digues et aussi pour fabriquer du béton. Donc le sable va être plus ou moins concassé selon l'usage que l'on souhaite en faire. On a des carrières terrestres où on extrait chaque année 200 millions de tonnes et puis ensuite on l'extrait à partir des berges et des anciens lits de rivières et enfin à partir des plages. Donc aujourd'hui on consomme tellement de sable dans le monde que certaines plages reculent voire disparaissent. Les demandes de permis en France pour aspirer du sable au large des côtes sont en train de se multiplier.